bonjour à tous. Je vais tout de suite donner la réponse à la question. Le RGPD, c'est une révolution dans la culture de la conformité informatique et liberté, mais sur le fond, et quand on est objectif sur les réels changements que ça induit, c'est une évolution dans la continuité. Donc je vais essayer d'abord de vous dire un petit peu ce qui ne change pas avec le RGPD, parce qu'en réalité, les fondamentaux de la protection des données ne changent pas pour l'essentiel, et de vous dire évidemment après quand même, parce que sinon on n'en parlerait pas, ce qui est nouveau vraiment avec le RGPD et comment se préparer à ces nouveautés et ce que la CNIL apporte dans cette démarche de préparation à ces nouveautés. Alors, pour l'essentiel, sur le fond, sur les grands principes de la protection des données, sur les grands principes informatiques et liberté, on est vraiment dans la continuité de ce qui fait depuis 40 ans. Donc il ne faut pas croire qu'avec le RGPD, il y a, pour une entreprise qui est aujourd'hui conforme à la loi informatique et liberté, il y a un fossé à franchir. Si aujourd'hui une entreprise est conforme à la loi de 78, elle a des questions à se poser avec le RGPD, mais je dirais l'essentiel du travail est déjà fait. Donc on parle beaucoup du RGPD depuis quelques mois, depuis une année ou deux, parce qu'il y a un effet de rattrapage. Il faut être clair. Il faut être clair, il y a un effet de rattrapage. C'est-à-dire que la plupart des entreprises qui se mettent en ordre de bataille pour le RGPD, ou les organismes publics, hein, parce que là je vous parle d'entreprises, mais nous voyons aussi l'effort de rattrapage des administrations, sont des organismes qui n'étaient pas parfaitement dans les clous déjà de la loi 78. Donc premier élément. Deuxième élément, donc sur le fond, je vous ai dit les grands principes directeurs, les grandes questions à se poser, ce sera les mêmes à partir du 25 mai que celles qu'il faut déjà se poser aujourd'hui depuis 40 ans. Quelle est la finalité de mes traitements de données? Pourquoi est-ce que je collecte? Est-ce que je traite des données? Est-ce que je collecte uniquement les données nécessaires à cette finalité? Est-ce que je les conserve pendant la bonne durée, c'est-à-dire la durée nécessaire à cette finalité? Est-ce que je permets aux personnes dont les données sont collectées et traitées d'exercer leurs droits? Ces questions-là, il faut déjà se les poser aujourd'hui et il faudra se les poser demain. Donc, sur les grands principes, sur, je dirais, ce qui est une bonne hygiène du traitement des données, on reste vraiment sur les rails qu'a posé le législateur français parmi les tout premiers, en 1978. Et je peux vous dire, parce que nous travaillons avec nos autorités homologues dans l'Union européenne, qu'il y a des pays qui partent de beaucoup plus loin en termes de cadre législatif et réglementaire et en termes de culture informatique et liberté. Donc, voilà pour l'élément de continuité qui est la continuité sur l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau avec le RGPD? Parce qu'évidemment, il y a des nouveautés. Alors, sur le fond, dans les principes, on dit qu'il y a une ou deux nouveautés. Il y a le recueil du consentement, important le consentement, qui, avec le RGPD, devient quelque chose de beaucoup plus précis. Mais en réalité, ce que le RGPD fait, c'est de décrire, de coucher par écrit ce que, par exemple, la CNIL pratiquait déjà. C'est-à-dire que le consentement, quand on le recueille, c'est un consentement qui répond à certaines exigences de qualité. Il doit être libre, il ne doit pas avoir de chantage au consentement, il doit être éclairé, on doit savoir ce à quoi on consent, et il doit être spécifique, on doit consentir finalité par finalité de traitement de données. Voilà ce que dit le RGPD. Donc c'est vrai que c'est nouveau de le voir écrit aussi précisément, mais je dirais que ce sont des principes un peu de bon sens qui vont avec la notion même de consentement et que la CNIL en tout cas appliquait déjà depuis plusieurs années. Non, la seule véritable nouveauté sur le fond, dans les principes de fond, c'est le droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, qui est, vous savez, le droit pour une personne d'aller vers un responsable de traitement, un fournisseur de services, et lui demander en gros de reprendre son baluchon de données. Toutes les données que hop, je vous ai fournies, je souhaite les reprendre pour aller vers un autre prestataire, soit du même service, soit d'ailleurs vers un autre prestataire d'un service différent. Voilà. En tout cas, le droit à la portabilité, ça c'est une vraie nouveauté. Et la grande question en ce moment, c'est de mettre à la disposition des responsables de traitement les solutions techniques pour qu'ils puissent faire jouer ce droit à la portabilité facilement. Voilà sur le fond. Les principales nouveautés, elles sont en termes de méthode. Alors, je vais aller vite sur deux nouveautés très importantes, mais qui ne concernent pour la plupart
pas au quotidien les petites structures que vous êtes, mais qui donnent un éclairage important sur la philosophie du nouveau règlement. Donc je les évoque quand même. La première grande évolution, et en tant que citoyen européen, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit, c'est le champ d'application de ce RGPD. Jusqu'à maintenant, on avait une loi de 78 qui était prise pour appliquer une directive de 95 qui s'appliquait, comme toutes les lois européennes, en France. La loi allemande informatique et liberté, il y en a une, s'appliquait en Allemagne à tous les responsables de traitement qui étaient établis en France ou en Allemagne ou qui utilisaient des moyens de traitement en France ou en Allemagne. Bon. Et on a depuis des années une difficulté qui est de saisir des responsables de traitement, des opérateurs qui sont établis à l'extérieur de l'Union européenne et qui ciblent les consommateurs européens. Il y en a beaucoup, évidemment. Et il y en a d'autant plus que depuis 30 ans, on a un déséquilibre géographique avec l'Europe, premier marché des données personnelles, mais avec des géants du numérique qui ne sont pas européens. Donc, ce champ d'application, il était assez limité. Le RGPD va s'appliquer à tout opérateur qui cible les consommateurs européens. C'est-à-dire même si vous n'êtes pas établi en Europe, mais que vous ciblez l'Europe, vous serez soumis au RGPD. C'est important à avoir en tête en termes de philosophie et de dynamique de la géographie de la donnée. Parce qu'on a, en Europe, là, une occasion de rééquilibrer le rapport de force international. Et tous les gros acteurs asiatiques, américains, ont parfaitement compris ce qui changeait pour eux. Ils ont parfaitement compris que le RGPD, c'était l'occasion de poser un standard mondial de la protection des données qui s'appliquerait à eux. Donc ça, c'était un petit élément de philosophie générale. Il faut l'avoir à l'esprit. Et on peut être... alors, c'est sur le papier pour l'instant. Hein. Le RGPD n'est pas encore mis en œuvre, il faut que ça marche. Mais sur le papier, l'Europe a un très bel outil. Le deuxième gros changement, et je le dis parce qu'on s'apercevra dans quelques années que ça a changé beaucoup de choses, le deuxième changement, c'est qu'il y aura une régulation en réseau pour les traitements transfrontaliers. Alors là aussi, ça concerne assez peu les petites structures que vous êtes, mais c'est un élément très important. Aujourd'hui, la CNIL régule en France. L'Allemagne régule en Allemagne. Or, il y a des fichiers, il y a des traitements, Google, par exemple, pour ne pas le citer, qui évidemment sont transfrontaliers. C'est un traitement unique, accessible depuis plusieurs pays. Et donc aujourd'hui, on saucissonnait le traitement. Chaque régulateur régulait dans son périmètre géographique. Avec le RGPD, les 28 et après les 27 autorités de protection des données vont réguler ensemble. Elles vont réguler ensemble. Donc il y aura un guichet unique, qui sera la CNIL du lieu du siège, et il y aura en back-office un dialogue entre les régulateurs pour que ce que va dire le guichet unique vis-à-vis de l'entreprise engage le collectif des CNIL européennes. C'est très nouveau. Ça n'a jamais existé, ce réseau de régulateurs européens qui co-décident ensemble. Alors pourquoi je le dis? Parce que le droit de la protection des données, il va se faire de plus en plus au niveau européen. On a un texte européen, et on va avoir une doctrine d'application de ce texte qui va se faire au niveau européen. Et dans ce concert européen, la France aura une voix à porter, parce que la CNIL, depuis 40 ans, elle défend un équilibre de la protection des données, qui est qu'on peut protéger les données sans nuire à l'innovation économique ou au business. Disons très équilibrée des choses, que nous avons la faiblesse de croire qu'elle est très équilibrée. En Europe, il y a des visions parfois nuancées de cet équilibre. Et selon les pays, le balancier va dans un sens ou dans l'autre. Donc il va y avoir un vrai enjeu pour la CNIL et derrière, évidemment, pour la France, pour l'approche française, de porter sa voix dans ce concert européen, parce que, qu'on soit sur un traitement transfrontalier ou non, le droit de demain à la protection des données, il se fera au niveau européen. Donc voilà un peu deux éléments, un peu d'ensemble de philosophie générale, qui ne concernent pas au quotidien les responsables de traitement que vous êtes, mais que je tenais quand même à présenter, parce qu'ils auront des conséquences sur le long terme. Alors j'en viens au principal changement, qui lui est un changement au quotidien, qui est ce qu'on appelle la responsabilisation des responsables de traitement. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient irresponsables avant. Ça veut dire qu'on déplace le curseur, qu'on met davantage l'accent sur le fait que être conforme au RGPD, c'est pas comme aujourd'hui, en tout cas, comme on peut en avoir faussement l'impression aujourd'hui, de faire une formalité préalable à la CNIL, je déclare, je me donne l'autorisation, et puis après, je suis tranquille. Le RGPD, il va conduire à la suppression de la quasi-totalité des formalités préalables. Il n'y aura plus de déclaration à la CNIL.
Et les régimes d'autorisation préalable seront limités à des données très particulières. Les données de santé, les traitements régaliens, ça j'en parle pas, police, justice, défense, et peut-être, c'est en cours de discussion au Parlement, les données d'infraction. Mais il faudra voir le projet de loi tel qu'il sort du Parlement. Donc on sort d'une logique où la conformité, c'était un rendez-vous à un moment donné avec le régulateur pour lui déclarer son traitement, lui demander l'autorisation, et avant et après, on oubliait un peu le sujet de la conformité informatique et liberté. Alors en fait, c'était trompeur de s'endormir sur ce rendez-vous, parce qu'en réalité, déjà aujourd'hui, même si on a fait sa déclaration et qu'on a demandé son autorisation et qu'on l'a obtenue, on doit, en toute rigueur, se poser au quotidien la question de savoir si ce que je fais est conforme à la loi informatique et liberté. Mais il y avait un peu cette illusion que la formalité préalable, ça épuisait le sujet. Le RGPD, il dissipe cette illusion et il va à l'essentiel, qui est qu'il faut que chaque responsable de traitement ait des processus pour garantir sa conformité en continu au RGPD et qu'il ait les moyens de documenter cette conformité en continu au RGPD. En contrepartie de cette responsabilisation, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a évidemment des sanctions accrues. Ça, on en parle beaucoup. Le RGPD, il relève considérablement les plafonds de sanctions. Jusqu'en 2016, la CNIL, elle pouvait prononcer des amendes de 150 000 €. Depuis 2016, 3 millions. Demain, ça pourra aller jusqu'à 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial pour une entreprise évidemment, pas pour un organisme public. Donc on parle beaucoup des sanctions renforcées. Au quotidien, la première sanction du RGPD, au sens large, ça peut être une sanction commerciale ou de réputation. Donc moi, je vous parle évidemment de ce que prévoit le texte, hein, les plafonds de sanctions rehaussés. Maintenant, prononcer une sanction de 20 millions d'euros contre une PME, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage de toute façon. Le RGPD, c'est surtout un enjeu au quotidien en termes de réputation et de gestion de la relation commerciale. Donc, voilà la contrepartie. Plus de formalités préalables ou presque plus, mais en revanche, une responsabilité accrue vis-à-vis, alors au quotidien du marché et du régulateur en cas de contrôle et d'amende, et aussi, ce que prévoit le RGPD dans ce pack responsabilisation, c'est des outils très importants, des outils d'auto-évaluation et des outils de gouvernance interne de la donnée. Alors je vais citer 3 de ces outils, et après je vous dirai dans quelle mesure ils vous concernent ou pas. Le premier outil, c'est le registre. Très important, le registre. Avoir une vision d'ensemble de ces traitements de données à caractère personnel. Deuxième obligation, deuxième outil d'auto-évaluation, qui est une obligation, qui est avant tout une aide, l'obligation de faire des études d'impact dans certains cas. J'y reviendrai. Et troisième, alors j'ose pas trop dire outil, mais acteur, le délégué, le DPO, le délégué à la protection des données, le Data Protection Officer, qui est obligatoire dans certains cas et que la CNIL recommande dans tous les cas. Donc ça, c'est des nouveaux outils, des nouveaux leviers, des nouveaux acteurs qui doivent faire en sorte que l'entreprise ne soit pas démunie entre l'absence de formalité préalable et le risque de sanction accrue, qu'elle ait des outils en main, une boîte à outils, pour se poser les bonnes questions au bon moment. Alors, par rapport à tout ça, comment faire concrètement? Quel est le bon processus à suivre? Alors là, il y a 2 niveaux de réponse. Si vous voulez une méthodologie complète, il y a sur le site de la CNIL une méthodologie se préparer au RGPD en 6 étapes. C'est une méthodologie à 2 niveaux de lecture. Vous avez des fiches assez simples et vous avez un renvoi vers des fiches plus détaillées. Ces 6 étapes, elles sont assez adaptées à des gros acteurs ou à des acteurs moyens. Pour une toute petite structure, un cabinet d'1 ou 2 personnes, les 6 étapes, c'est pas forcément toujours très pertinent, notamment la première étape qui est d'organiser sa gouvernance interne de la donnée. Quand on est tout seul, bon, la gouvernance, au moins, elle est faite, elle est simple. C'est vous. Bon. Donc, moi, je vais vous conseiller 4 étapes. La première étape, c'est de recenser les traitements, faire la cartographie, on dit, des traitements. Et pour ce faire, il y a sur le site de la CNIL un modèle de registre, ce fameux registre. Alors, le registre, il y a un petit débat sur le point de savoir s'il est obligatoire pour les PME ou pas.
parce que vous avez un article du RGPD, je ne vais pas vous le lire, qui est rédigé de manière assez complexe, comme beaucoup d'articles de ce texte, et vous avez des interprétations pas toujours évidentes et harmonieuses entre la Commission européenne et les CNIL européennes. Le registre, sauf exception, il est obligatoire. Et de toute façon, il faut le faire, parce qu'en termes de méthode, c'est pas très compliqué, et c'est l'étape indispensable sans laquelle on rate les autres questions que je vais décrire après. Donc le registre, il y a un modèle sur le site de la CNIL. On est en train de travailler à un modèle un peu simplifié pour les petites structures qui sera mis à disposition en complément du modèle, on va dire, entier, complet, qu'on propose déjà aujourd'hui. Mais le registre, cartographier, recenser tous mes traitements, avoir une vue d'ensemble. Quels sont mes traitements de données? À quelle finalité répond-il? Qu'est-ce que je collecte comme catégorie de données? Qui y a accès? Combien de temps je les conserve? Est-ce qu'il y a des transferts hors UE, etc. Bon, première étape, le recensement. Deuxième étape, dans une toute petite structure, il n'y a pas beaucoup de traitements, il y en a un ou deux. La base client, des fois le site, si le site traite des données. Bon. Deuxième étape, c'est justement d'en profiter pour faire le tri. Faire le tri. Quand vous avez votre registre, que vous voyez tout ce que vous collectez, dites-vous, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Est-ce que toutes les données que je collecte sont vraiment nécessaires à mon activité? Là, c'est une manière de se poser en bon sens, ce qui est formulé de manière un peu plus compliquée parfois, comme le principe de minimisation. Ne collecter que le strict nécessaire. Ça a plein de vertus. Déjà, les fichiers sont moins gros. Ensuite, en cas de faille de sécurité, on a moins de choses qui vont dans la nature. Et en plus, on respecte le RGPD. Bon. Mais c'est avant tout une bonne hygiène des données. Donc, faire le tri. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Et pour les structures un peu plus étoffées, est-ce qu'il est nécessaire que tout le monde, dans ma structure, ait accès à tout? Ou est-ce qu'il ne faut pas prévoir, le cas échéant, des accès un petit peu différents selon le métier de chacun? Mais ça, c'est pour les structures un peu étoffées déjà. Donc, première étape, recenser, cartographier, faire le registre. Deuxième étape, faire le tri. Troisième étape, penser aux droits des personnes. Il faut mettre les personnes dont les données, donc les clients principalement, mais ça peut être aussi des salariés, ça peut être aussi des prospects, mettre les personnes dont je collecte et je traite les données en mesure d'exercer leurs droits. Alors, ça veut dire deux choses principalement. Alors, leurs droits, c'est le droit d'accès, le droit d'opposition, le droit de rectification, de mise à jour, le droit d'effacement, etc. Tous les droits, informatique et liberté. Première chose, c'est d'avoir un moyen pour les personnes d'exercer leurs droits. Alors le moyen, ça peut être de dire sur le site, par exemple, s'il y en a un, adresse mail, voilà, pour exercer vos droits. Ça peut être un formulaire, si le site est un peu plus étoffé. C'est aussi de les informer, tout simplement, sur leurs droits, en mettant des mentions d'information. Mention d'information, vous disposez de tel droit, etc. Je vais revenir sur les outils que la CNIL vous donne pour faire tout ça. Là, je fais les étapes. Donc, pensez aux droits des personnes. Pourquoi il faut y penser? Bon, c'est une obligation de permettre aux personnes d'exercer leurs droits et de faire des mentions d'information. Mais surtout, ça évite des irritants. Ça évite que quelqu'un, un jour, vous saisisse une demande, qu'il ne sache pas comment faire, qu'il soit irrité, que vous ne répondiez pas dans les temps parce que vous n'êtes pas préparé à ça, que la personne râle parce qu'elle n'a pas été informée suffisamment sur ses droits. Bref, ça désamorce des irritants. Et vous savez, à la CNIL, on gère les réclamations individuelles, c'est-à-dire on gère les personnes qui viennent se plaindre parce qu'un responsable de traitement n'a pas fait droit à une demande d'exercice du droit d'accès ou de droit de gratification. Et ben voilà, le nombre de plaintes, il explose. On a franchi la barre des 8000 en 2017, 8300. On était à 4500 plaintes il y a 4 ans. Alors, c'est un bon signe. C'est un signe que la société monte en maturité sur les droits informatiques et libertés. Mais pour les responsables de traitement, pour les entreprises, il faut penser à tous les moyens pour désamorcer, évidemment, ce type de plainte. Et je ne vous parle que des plaintes qui vont devant la CNIL, pas de celles qui vont ensuite devant les tribunaux. Donc, désamorcer tout ça en mettant à disposition des moyens simples d'exercice des droits et en mettant les bonnes mentions d'information. Quatrième étape dans le processus, une fois que vous avez cette vision d'ensemble, sécuriser tout ça. Pensez à la sécurité des données. Alors, l'obligation de sécurisation des données personnelles, ça existe déjà. Hein. C'est l'article 34 de la loi informatique et liberté, et le RGPD ne change rien. Le seul changement avec le RGPD, à part les sanctions renforcées,
Le seul changement, c'est l'obligation de notifier les violations de données à la CNIL. Si un jour, soit qu'il y a eu une attaque, soit qu'il y a eu une maladresse, je ne sais pas, vous égarez une clé USB avec tous vos fichiers clients dessus, s'il y a une violation de données, le RGPD oblige à les notifier à la CNIL. C'est une obligation nouvelle, il y aura un téléservice sur le site de la CNIL à partir du 25 mai pour pouvoir déclarer une violation de données. L'idée de la CNIL n'étant pas évidemment de prendre chaque violation et de se dire « hop, on va faire un contrôle et sanctionner ». Je tiens à préciser. La violation de données, c'est quelque chose de très important. Il faut prendre les mesures nécessaires pour colmater la faille, mais il faut aussi informer le régulateur et dans certains cas informer les personnes dont les données ont été perdues. Tout ça est expliqué sur le site de la CNIL. C'est aussi expliqué dans un guide de l'ANSSI et de la CPME qui est assez bien fait sur la sécurité des données que je vous invite à regarder. Étant précisé, parenthèse, que sur les sujets de sécurité des données, la CNIL et l'ANSSI ont vraiment la même vision des choses. Donc, sécurité. Pensez sécurité. Est-ce que j'ai des mots de passe, une bonne politique de mots de passe? Est-ce que je stocke mes données comme il faut? Si je les héberge, est-ce que mon hébergeur est fiable, etc. Donc, toutes ces questions de sécurité, les détails sont sur le site de la CNIL, mais c'est la dernière chose, une fois que vous avez cette vision d'ensemble, ce registre, que vous avez fait le tri et que vous avez pensé aux droits des personnes, c'est tout ceci, mon organisation en termes de fichiers, comment je la sécurise comme il faut. Donc voilà un peu les 4 étapes pour une petite structure. Alors, qu'est-ce que la CNIL peut faire et fait déjà pour vous aider dans ces démarches? Alors, il y a quelque chose, je vais tout de suite le dire, que la CNIL, qu'elle le veuille ou non, ne peut pas faire, c'est de la réponse individualisée à des demandes de conseil. La CNIL, c'est 200 personnes pour tout le pays, 5 millions de responsables de traitement à peu près. Donc évidemment, la CNIL n'est pas en mesure de recevoir tout le monde en peignant les fichiers, en donnant des conseils personnalisés sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Je ne sais pas si on le voudrait, de toute façon, la question, compte tenu des moyens qu'on nous donne, ne se pose pas aujourd'hui. En revanche, la CNIL, elle fait plusieurs choses. D'abord, elle met à disposition des outils pratiques. Je vais prendre un exemple. L'obligation de faire une étude d'impact. Alors, il n'est pas évident, il est même plutôt évident que beaucoup d'entre vous ne sont pas concernés. Ça va dépendre du type exactement de données de fichiers que vous avez. L'obligation d'étude d'impact, elle est prévue par le règlement pour tous les traitements à risque. Du moins, présentant un risque élevé pour les personnes. Donc, il y a sur le site de la CNIL une première approche pour savoir si on est ou non dans l'obligation d'étude d'impact. En gros, vous avez 9 critères qui peuvent caractériser un traitement à risque. Et ce que la CNIL dit, c'est quand vous avez au moins 2 de ces 9 critères, voire plus, faites une étude d'impact. Est-ce que je fais, alors dans votre métier, ça peut être éventuellement de l'évaluation du scoring. Est-ce que je traite des données sensibles? Attention, données sensibles, c'est une notion assez stricte. Ce n'est pas toute donnée qui a l'air un peu sensible. Données sensibles, c'est données de santé, données biométriques, données génétiques, données relatives aux opinions philosophiques, politiques ou religieuses d'une personne. Voilà. Donc vous avez une liste de critères. Dans certains cas, il faut faire une étude d'impact. Oui, tout à fait, l'orientation sexuelle. Donc vous avez une obligation d'étude d'impact et la CNIL a mis en place un logiciel en open source pour faire soi-même son étude d'impact. Il y a des solutions qui sont proposées de manière payante par le marché. La CNIL, service public, a estimé que c'était sa mission de mettre à disposition un logiciel en accès libre, gratuit évidemment, pour faire soi-même son étude d'impact sur le site de la CNIL, avec un petit logiciel. Donc vous rentrez les caractéristiques de votre traitement, vos mesures de sécurité, et le logiciel vous évalue un peu votre niveau de risque. Ah, c'est pas bon, donc je corrige, j'ajuste, je renforce ma sécurité, je réduis un peu mes données, et là, hop, c'est bon. Alors, c'est un outil d'auto-évaluation, mais typiquement l'outil pratique, assez innovant, mis en ligne sur le site de la CNIL. Donc il y a des outils pratiques. Il y a un guide sur la sécurité. Il y a un guide entier sur la sécurité des données sur le site de la CNIL. Il va y avoir également, avant le 25 mai, et ça c'est extrêmement directement utilisable et utile dans ce que je vous ai dit au quotidien, des modèles de mention d'information conformes au RGPD. Donc on est en train de les finaliser là en interne, et elles seront, au plus tard début mai, disponibles sur le site de la CNIL, et donc vous pourrez télécharger des mentions types d'informations.
Autre exemple, je l'ai déjà donné, le registre. On a aujourd'hui un modèle de registre, donc vous pouvez déjà le faire, donc le remplir, hein, vous le téléchargez sur le site de la CNIL et après vous le remplissez. S'il vous paraît un peu compliqué, on en prépare un autre qui devrait être disponible avant le 25 mai, mais vous avez déjà l'essentiel sur le site. On prépare également des pages sur les droits des personnes. Alors, vous avez déjà sur le site de la CNIL tout ce qu'il faut sur le droit des personnes, droit d'opposition, droit d'accès, etc. Mais avec le RGPD, il y a 2-3 petits changements de curseur, donc on est en train d'actualiser ces pages. Donc voilà un petit peu les outils et les contenus que la CNIL met à disposition. Il y a par ailleurs un dernier outil qu'on est en train de finaliser avec la BPI, la Banque publique d'investissement. C'est un guide de sensibilisation spécifique pour les PME et les TPE. Sur le site de la CNIL, on a 2 publics qui sont bien traités depuis des années. C'est les experts, on a plein de contenus experts, et c'est le grand public. On a un site très apprécié du grand public, très reconnu, lorsque je me pose une question sur mes droits, sur un problème très concret au quotidien. En revanche, on s'est aperçu qu'il fallait compléter notre site pour les professionnels qui ne sont pas forcément des experts ou qui n'ont pas forcément les moyens de constituer en interne l'expertise informatique et liberté. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec la BPI à ce guide spécifique aux PME et TPE. C'est un guide de sensibilisation. Il sortira mi-avril. Un guide de sensibilisation. Il n'est pas exhaustif. Il ne peut pas l'être. Mais ce guide, c'est déjà, alors je vous en ai fait un peu le résumé là aujourd'hui, c'est les principales questions à se poser pour éviter les principales ornières. Et il ne sera pas trop long. Il se concentre sur l'essentiel, vraiment sur l'essentiel pour une petite structure. Et donc je vous invite, donc à partir a priori du 15 avril, par là, à le consulter et à l'utiliser pour ensuite, le cas échéant, aller plus loin en allant sur les contenus plus experts de la page de la CNIL ou en vous rapprochant de vos groupements professionnels. Le dernier message que je voulais passer, et ce n'est pas une manière pour le régulateur de se décharger, pas du tout, c'est parler entre vous. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une très bonne chose que entre vous, vous parliez de ces préoccupations RGPD. Parce que souvent, c'est des problématiques pas générales, éthérées, très théoriques, hein. C'est directement des métiers. Et chaque métier a ses propres questions, ses propres contraintes. Et lorsqu'on se parle ensemble dans une communauté professionnelle, on résout déjà beaucoup de questions. Beaucoup de questions, parce qu'on est face aux mêmes questions, chacun. Et donc, sortir la tête du guidon et demander à un confrère, demander à votre voisin comment il a fait, ce qu'il en pense, c'est rassurant. Et c'est une première manière de dégrossir les questions qui se posent. Et donc vraiment merci encore une fois déjà d'avoir mis ce thème à l'ordre du jour et pour l'invitation, parce que c'est vraiment très important que chaque profession se pose les questions déjà dans son cercle interne. Et encore une fois, merci de m'avoir invité dans ce cercle pour essayer de vous donner ces premiers éléments de sensibilisation. Je suis à votre disposition pour des questions, si vous en avez. Merci. Bonjour Marc Faber, j'ai une question. Très souvent, nos clients ne sont pas forcément sur des fichiers internes, mais sur des fichiers déportés, comme des agrégateurs de données. Comment contrôler justement que ces données ne partent pas dans la nature? Puisque manifestement, on doit être maître de nos données, ne pas les laisser, je dirais, disparaître, donc avoir un contrôle effectif. Or, lorsqu'on a ces données soit auprès de nos partenaires assureurs et autres, soit auprès d'agrégateurs que tout le monde connaît ici, comment contrôler et ne pas être mis en défaut au cas où il y aurait échappement de données? C'est une très bonne question. Alors, il y a la question plus généralement de la sous-traitance. Voilà. Là-dessus, donc, 2 éléments de réponse. Premier élément, c'est il faut contractualiser là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut en effet prévoir systématiquement ça dans les contrats avec vos partenaires ou avec vos sous-traitants. Et comment dire, ce qu'on voit, c'est que le marché se structure. C'est-à-dire que les sous-traitants, sur des prestations d'agrégation ou d'hébergement, de plus en plus, évidemment, mettent en avant leurs prestations de qualité en termes de conformité, de sécurité, parce que c'est avant tout un enjeu de sécurité dans ce cas-là. Et pourquoi ils le font? Déjà pour une raison commerciale, bien sûr, mais aussi parce que le RGPD, je n'ai pas eu l'occasion de le dire,
il a une autre avancée majeure. Aujourd'hui, la directive de 95 et la loi ne connaissent quasiment qu'un acteur, le responsable de traitement. Et vous êtes responsable de vos traitements. En revanche, le sous-traitant, il existe, mais il n'a pas d'obligation propre dont il devrait répondre sous peine de sanction. Avec le RGPD, l'idée, c'est d'embrasser toute la chaîne du traitement de la donnée. Et la chaîne, elle est des fois extrêmement complexe. Je pourrais vous donner des exemples à s'arracher les cheveux. Donc, le RGPD, il embrasse toute la chaîne. Le responsable, des fois les responsables conjoints, et certains partenariats, des fois, sont plutôt la responsabilité conjointe que de la sous-traitance, et le sous-traitant, en imposant à chacun dans cette chaîne de répondre du respect de ses obligations, et pour le sous-traitant en particulier, de répondre de son obligation de sécurité. Donc le sous-traitant, il a des obligations, il doit tenir un registre lui aussi, un registre spécifique de sous-traitant, il doit répondre de la sécurité, et donc la réponse, c'est de contractualiser, de faire le maximum pour avoir en tout cas dans le contrat bordé au maximum les choses. Là-dessus, moi je vous invite à aller prendre connaissance du guide sous-traitance qu'a établi la CNIL. Donc c'est un guide qu'on a mis en ligne à l'automne dernier et qui fait le point de manière assez complète sur le sujet de la sous-traitance et donc de la manière pour vous, dans vos relations contractuelles, de vous poser les bonnes questions et d'apporter les bonnes réponses à ce niveau-là. Gilbert Berman, c'est une question qui dépasse évidemment la profession, mais je voudrais savoir quelle est votre position par rapport au mouvement du shame and name qu'on voit aux États-Unis, nommer et dénoncer. Alors, c'est en effet une question extrêmement vaste de politique répressive, de politique de régulation. La CNIL, elle ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a un outil qui est l'avertissement ou la sanction publique. Parce que, comme vous savez, la CNIL peut faire des contrôles, peut prendre des sanctions aujourd'hui de deux types, soit un avertissement, donc c'est une sorte de rappel à l'ordre, de rappel à la loi, et elle peut aussi prendre des amendes, qui, comme je vous dis, sont relevées avec le RGPD. Et il y a, lorsqu'on prend une de ces sanctions, une question qui est, faut-il prendre une sanction complémentaire, qui est la sanction de publicité. Alors, donc, ça ressemble au name and shame. Là où on s'en éloigne un tout petit peu, c'est que lorsqu'on se pose dans la doctrine qu'a la CNIL la question de la publicité, on ne se la pose pas sous l'angle-là, on ne la pose pas avec cette philosophie-là. C'est pas pour stigmatiser. Lorsqu'on le fait, c'est en combinant plusieurs critères qui sont le nombre de personnes concernées. On estime que c'est avant tout une mesure de transparence un peu démocratique, que les citoyens sachent ce qui s'est passé. Donc le nombre de personnes concernées, la sensibilité des données et l'intérêt public, pas au sens administration, mais l'intérêt pour le public de savoir. Voilà, donc ce n'est pas une logique de name and shame, même si c'est vécu par l'entreprise, comme ça, évidemment. Et je dois vous dire que les entreprises se battent souvent autant contre la perspective d'une sanction pécuniaire que contre la publicité donnée à cette sanction, et parfois même elles se battent plus contre la publicité que contre la sanction elle-même. Donc, je dirais, il y a une pratique qui va dans ce sens-là, mais ce n'est pas dans cette optique-là que c'est fait. L'objectif de la CNIL, et d'ailleurs je vais rajouter deux compléments à ce que j'ai dit, notre objectif, et mon souhait c'est que la CNIL le tienne dans les années à venir, dans ce concert européen, c'est la conformité au texte. Ce n'est pas de sanctionner à tout prix. La CNIL, elle fait, selon les années, entre 350 et 400 contrôles par an. Elle prend combien de mises en demeure? 80, 90. Elle prend combien de sanctions? 10, 15. Ça, c'est sur les dernières années. Donc, à peu près 350-400 contrôles, 10-15 sanctions. Est-ce que ça veut dire que dans les 385 autres cas, 390 autres cas, l'entreprise était parfaitement d'équerre? Non. Non. C'est rarissime de sortir d'un contrôle en se disant « tout va bien ». Il y a toujours des points d'amélioration. Mais ce que fait la CNIL, c'est que dans la majorité des cas, ces contrôles, même s'il y a des points, des manquements à relever, elle les clôture. Donc on fait une lettre de clôture et on dit à l'organisme, bon, on est venu, on a relevé tel manquement, mais bon, c'est pas trop grave et vous êtes coopératif de bonne foi, donc on vous fait confiance. On clôture. Certains régulateurs en Europe ne sont pas sur cette optique-là. Il y a des régulateurs qui sont, il y a un manquement, paf, il faut une sanction. Nous, on défend une autre approche,
qui est de dire il faut contrôler, mais avant tout dans une optique de conformité. Et puis il y a des cas où c'est quand même grave, ou alors on a quelqu'un de mauvaise foi, de pas coopératif, et dans ce cas-là, on va plus loin, avec mise en demeure et le cas échéant sanction. Donc, ce que la CNIL essaie de faire, c'est de moduler sa boîte à outils répressive dans l'optique de conformité. Et si on peut obtenir la conformité pour des manquements pas trop graves qui n'ont pas causé trop de préjudice aux tiers, si on peut l'obtenir sans sanction, c'est très bien. S'il faut une sanction, on va en sanction. Donc il y a un certain pragmatisme dans notre approche. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, et la CNIL l'a dit sur son site, avec le RGPD, on est bien conscient de deux choses. Il y a des nouveautés, comme le droit à la portabilité, comme l'étude d'impact. Il y a des nouveautés assez nouvelles, si j'ose dire, assez radicales, qui ne sont pas dans la simple continuité de l'existant. Et on est aussi conscient que ça fait une couche d'obligations réglementaires qui vient s'ajouter, pour certaines professions, certains organismes, à déjà beaucoup d'obligations nouvelles. Et donc, ce que la CNIL a dit publiquement au début de l'année 2018, c'est que, évidemment, il y aurait un temps d'apprentissage du RGPD. Il y aurait un temps d'apprentissage. Et que dans les premiers mois, dans la première année, dans notre politique de contrôle, on allait évidemment en tenir compte. Donc on intègre dans notre politique de contrôle et de répression qu'il y a des nouveautés. Et ce qui a été dit publiquement et mis sur le site de la CNIL, c'est que les premiers mois, sur les obligations nouvelles, si on arrive en contrôle et qu'on voit un manquement, sauf si c'est gravissime ou si on a une mauvaise foi, quelqu'un de pas coopératif, parce que ça, que ce soit nouveau ou pas, il faut être coopératif lorsque la CNIL contrôle, sauf si on a quelqu'un de mauvaise foi non coopératif ou un manquement vraiment très grave, les manquements n'ont pas vocation à déboucher sur des sanctions dans les premiers mois du RGPD, lorsqu'il s'agit de choses nouvelles, encore une fois, parce que s'il s'agit de l'obligation de sécurité, elle existe depuis des années. S'il s'agit du principe de proportionnalité, c'est-à-dire que je ne dois collecter et traiter que ce dont j'ai besoin, il n'y a aucune nouveauté avec le RGPD. Mais sur les choses vraiment nouvelles, il y aura un apprentissage. Et la CNIL l'accepte et l'assume dans sa politique de contrôle et de sanction. Voilà pour vous répondre assez globalement, du moins le plus globalement possible, à votre question. Oui, bonjour. François Miguero, une question, s'il vous plaît, concernant l'initiative ou la symétrie ou l'obligation. Au sujet de la sous-traitance, si on considère en amont vis-à-vis de nos partenaires, qui sont des fabricants, des fournisseurs de produits, à qui nous communiquons des données de clients pour des ouvertures de comptes ou de contrats. À votre avis, qui des deux doit demander à l'autre s'il est conforme? Alors j'ai bien noté que la CNCGP allait nous accompagner, mais comme dans ce cas-là, ça serait peut-être pas mal de tirer les premiers, est-ce que c'est nous qui devons demander à nos partenaires s'ils sont conformes pour l'être, nous-mêmes, ou est-ce que nous nous sommes exposés à des demandes de nos partenaires que nous devrions ou pas satisfaire? Ça, c'est sur la vision amont, et sur la vision aval, c'est la même chose vis-à-vis des experts comptables, par exemple. Alors, votre question est très complète. De manière générale, demandez. De manière générale, demandez. Donc, de toute façon, lorsque vous êtes dans une relation de partenariat avec quelqu'un qui va traiter vos données, vous avez vos obligations, donc il peut vous interroger, mais attention, les obligations ne se superposent pas entièrement. Voilà. Le sous-traitant, par exemple, qui va faire uniquement de l'hébergement, ou qui va juste vous fournir une édition, une solution logicielle sur étagère, je dirais, lui, il va fournir une enveloppe, un contenu assez neutre. Ce que vous allez mettre dedans, c'est votre responsabilité. En revanche, lui, il doit garantir que le contenu est sécurisé. Donc, je dirais, chacun a ses obligations propres. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions à vous poser, mais vous devez lui en poser. Vous devez lui en poser. Voilà. Et je vous invite vraiment sur ces questions-là, sur la... Alors, je ne sais pas si c'est une symétrie, mais en tout cas la réciprocité, à aller voir le guide sous-traitance de la CNIL, qui est vraiment assez complet, étant précisé que toutes les remontées que vous pouvez faire aujourd'hui sur certains outils que vous avez pu manipuler, la CNIL cherche à les intégrer. Je vous ai dit, c'est nouveau le RGPD. Donc les outils qu'on conçoit et qu'on met à disposition, pour nous, ils sont vivants. Je vais prendre un exemple. Le logiciel d'étude d'impact. Donc on a mis à disposition une V0 en fin d'année dernière pour faire son étude d'impact soi-même. On a eu plein de remontées. Alors heureusement, ça nous a fait plaisir des remontées positives, et puis aussi des critiques, c'est-à-dire des suggestions d'amélioration. Bon, nous avons fait une deuxième version en intégrant ces remontées. Parce qu'évidemment, tout ça est très nouveau. Donc la CNIL a besoin aussi de remontées pour améliorer ces dispositifs. Et le guide sous-traitance, c'est un exemple.
On a voulu rapidement, et sans attendre le 24 mai, on a voulu mettre à disposition un outil. Depuis, plusieurs questions nous sont déjà remontées. Donc on fera une V2. On fera une V2 intégrant ce qui nous est remonté. Donc voilà, ce sont ce que vous trouverez sur le site de la CNIL, des outils vivants qu'on a voulu mettre en avance de phase pour pas que les professionnels soient démunis jusqu'au 24 mai au soir, mais dont on est bien conscient qu'ils devront évoluer pour répondre à certaines questions qui n'ont pas pu être anticipées ou qui, pour certaines, ont été vues, mais après un travail au niveau européen, parce que la CNIL parle quotidiennement à ses homologues pour que les réponses qu'on fait aux professionnels français soient des réponses fiables, évidemment, au niveau européen. Voilà. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas, à ce stade, répondu forcément à toutes les questions sur notre site. Oui. Bonjour. Alors, au sens du RGPD, comme de la loi 78, non. Les données sensibles, comme je l'ai dit, c'est très, très limitatif. C'est opinion philosophique, religieuse, appartenance syndicale, données de santé, données génétiques, données biométriques. Donc, par rapport à ça, a priori, non. Voilà. Après, en revanche, vous pouvez avoir dans certains cas, c'est une notion, alors pour le coup, de droit de soft law, hein, pas de droit dur, dans certains cas, des données hautement personnelles. C'est-à-dire des données qui ne sont pas sensibles au sens qui déclenche l'application d'un régime très particulier pour les données sensibles, mais qui, dans la balance des risques, notamment sur l'obligation de faire une étude d'impact, doivent être prises en compte. De toute façon, il y a un message à passer. On pose des fois la question, est-ce que je suis dans l'obligation d'étude d'impact ou pas? Parce que, est-ce que je fais vraiment du suivi systématique des personnes, du scoring, des données sensibles ou hautement personnelles? Je ne sais pas, j'hésite, je suis entre les deux. Quand vous hésitez, ce que je vous recommande, c'est la prudence. C'est-à-dire, c'est de faire. Donc, si vous hésitez à faire une étude d'impact, moi je dirais, même si vous n'êtes pas certain d'être ou non dans l'obligation, faites-la. Dans tous les cas, c'est toujours bon de faire une étude d'impact parce que c'est se poser les bonnes questions pour les appliquer à sa situation. Je vais prendre un autre exemple de question qui est parfois posée. C'est sur le recours à un délégué à la protection des données. Alors ça, pour des petits organismes, souvent on sera en dehors de l'obligation. Parce que avoir un délégué à la protection des données, un DPO, c'est dans 3 cas. Pour les administrations, alors ça ne vous concerne pas, mais ça préoccupe beaucoup les petites communes, par exemple, parce que toute administration doit avoir un DPO. Et alors, je peux vous dire, on a vu récemment des représentants de petites communes, c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu. Hein. Alors, heureusement, il peut y avoir des DPO mutualisés, bien entendu. Pas en recruter forcément un à temps plein en interne. Donc, organisme public, première obligation de délégué. Deuxième obligation, traitement impliquant un suivi régulier à grande échelle de personnes, à grande échelle. Troisième obligation, traitement de données sensibles à grande échelle. Donc pour le délégué, vous avez une notion de grande échelle. Alors, grande échelle, question qu'on nous pose souvent, c'est quoi la grande échelle? Alors ne me la posez pas, s'il vous plaît. On essaie de réfléchir au niveau européen pour donner des exemples un peu harmonisés. Parce que comme c'est une notion européenne, la CNIL n'a pas envie d'afficher ce qui pourrait être trompeur, sa doctrine maison sur ce qui est la grande échelle, mais quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, ce n'est pas de la grande échelle, au sens du RGPD. Voilà. Et de toute façon, là, à nouveau, je fais la même remarque. Si vous hésitez, moi, je conseille plutôt la prudence. Et si, de toute façon, c'est vraiment un cas limite et que la CNIL arrive un jour pour contrôler, moi, je dirais, si la personne est de bonne foi à penser qu'elle n'était pas de grande échelle et qu'en effet, on pouvait hésiter, évidemment, on en tiendra compte. Voilà. Je vous ai donné l'optique de la CNIL en termes de contrôle et de mesures correctrices tout à l'heure. Voilà, donc pour vous répondre, ce ne sont pas des données sensibles au sens strict, mais ça peut être des données hautement personnelles à prendre en compte dans la balance des risques. Je vais juste intervenir deux petites minutes. Julien Serraki, la commission prévention des risques de la Chambre. À ma connaissance, on n'a aucun adhérent qui a été mis en cause par un client sur des problématiques CNIL pour l'instant. C'est bien que le secrétaire général de la CNIL l'entende. Pas besoin de venir nous contrôler, tout va bien.
tout va bien. Je pense que pour une raison assez simple, c'est que nos clients nous donnent ces informations qu'on peut qualifier effectivement de sensibles pour qu'on les conseille au mieux. Donc, pour l'instant, il n'y en a aucun qui s'est dit ah, mais pourquoi je lui ai donné ces informations? Qu'en a-t-il fait et je dois me retourner contre lui. Mais c'est une problématique qu'on doit prendre en compte. Du point de vue pratique, dans votre kit réglementaire, pour ceux qui étaient là hier, j'ai parlé de 2018, l'année du kit, donc on est en plein dedans. On va devoir donc demander le consentement explicite à notre client pour partager ces informations avec des agrégateurs de comptes, notamment, qu'on utilise beaucoup. Ça, on va le mettre, on est en train de réfléchir, on va le mettre ou dans votre document d'entrée en relation ou dans votre lettre de mission. Donc ce sera quelque chose qui sera intégré. Et ensuite, concernant les documents et les process CNIL eux-mêmes, on a déjà, vous le savez, dans le kit réglementaire, un process CNIL qu'on va évidemment adapter à RGPD, d'ici le 25 mai, bien entendu. Et donc, normalement, vous serez bien cadré du point de vue réglementaire avec ce fameux kit. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Déjà, merci pour les initiatives que vous avez prises. Parce que comme je vous le disais, voilà, le RGPD, ça n'a de sens que décliner une pratique professionnelle. Donc merci vraiment d'aider vos adhérents à faire cette déclinaison. Ce que vous avez dit est tout à fait juste et bienvenu. Sur cette question du consentement, dans votre profession, vous savez, il y a la question de la base légale. Quelle est la base légale du traitement ? Le consentement, c'est une des bases légales. J'ai le droit de traiter les données si la personne est d'accord. Puis il y a d'autres bases légales. Il y a l'intérêt légitime. Il y a la loi, obligation légale. Si une loi vous oblige à traiter, vous n'avez pas besoin du consentement. Voilà. Et puis vous avez un autre fondement qui est essentiel pour vous, c'est le contrat. Tout ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat n'appelle pas un consentement spécifique. Et donc lorsque vous entrez en relation d'affaires avec un client qui vous donne des choses pour que vous puissiez exécuter le contrat que vous avez avec lui, pas besoin de recueillir un consentement spécifique à ça. Les agrégateurs de comptes, ça c'est autre chose, parce qu'en effet, ça va au-delà de ce qui est nécessaire, strictement nécessaire à l'exécution du contrat. Donc votre démarche, elle est vraiment bonne. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part entre nos obligations vis-à-vis de la CNIL, où effectivement on doit informer nos clients de tout, et nos obligations vis-à-vis de Tracfin, où on doit informer le client de rien? Il y a une tension. Parce que concrètement... si vous avez une obligation de ne rien dire imposée par un texte, vous ne dites rien. J'entends bien, mais est-ce que quelque part dans le devoir d'information du client sur les informations que nous aurions pu recueillir de sa part, qui nous impose de ne pas traiter, non seulement de ne pas traiter, mais en plus de révéler. Donc est-ce que quelque part, nous n'avons pas collecté auprès de notre client des informations confidentielles, où nous sommes quelque part, j'entends derrière moi conflit d'intérêt, oui, c'est quelque part on a recueilli des informations de notre client, où on est censé lui révéler ce qu'on fait de ces informations, et de l'autre côté, on lui cache quand éventuellement on les transmet. Oui, allez-y. C'est un mot qu'on entend de temps en temps, mais je vous laisse répondre volontiers. Qu'est-ce qui vous a interdit de dire dans Tracfin? Il vous a interdit de dire à votre client que vous avez fait une déclaration de soupçon. C'est ça, Tracfin. Ça, c'est une interdiction. Vous ne pouvez pas dire au client « J'ai fait une déclaration de soupçon avec vous parce que je suis bodor que ce que vous faites n'est pas très clair et je vais demander à Tracfin si je peux continuer à travailler avec vous. » C'est pas vraiment la même problématique que la CNIL. Alors certes, je suis d'accord avec vous, je ne sais pas où est la personne qui a posé la question. Vous récoltez d'abord des informations sur votre client avant de savoir si vous pouvez travailler avec lui ou pas. Mais ça ne vient pas pour moi en confrontation directe avec vos obligations CNIL. Hein. Si Tracfin vous dit arrêtez de travailler avec cette personne-là, de toute façon, vous arrêtez la relation et c'est terminé. Hein. Mais merci, je complète pour dire que c'est quelque chose en effet qu'on a vu dans, par exemple, notre pacte de conformité du secteur de la banque. C'est-à-dire qu'en effet, ce n'est pas une problématique CNIL, mais on a veillé à la bonne articulation. Donc dans ce qu'on a pris, qui est une autorisation unique, on intègre en effet les déclarations de soupçon. Ça, je dis, il n'y a pas de contradiction, il y a une tension. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que par rapport à votre pratique professionnelle, voilà, vous êtes un peu écartelé. Mais juridiquement, il n'y a aucun problème. Quand un texte vous impose de ne rien dire, comme déclaration de soupçon, vous ne dites rien. C'est très simple. La loi informatique et liberté, c'est une loi générale. Et les lois spéciales y dérogent. Voilà.
Oui, je voudrais juste reprendre pour repréciser ça. C'est un texte d'exception qui vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, qui sont des infractions d'ordre pénal. Et donc, on se situe dans un autre contexte que celui qui est beaucoup plus général, dont on a parlé et dont vous avez exposé avec brio ce matin les informations complémentaires. Oui, c'est vrai qu'une déclaration de soupçon est un traitement de données à caractère personnel. C'est pour ça qu'on a articulé expressément ça en disant s'il n'y avait pas les textes spécifiques, la logique CNIL poussée jusqu'au bout conduirait en effet à informer et à donner un droit d'opposition. Bon, mais heureusement, il y a un texte spécial qui règle la question. Oui, s'il vous plaît, concernant la récupération des données possibles par les clients et la portabilité, sous quel format précisément et qu'est-ce que ça recouvre? C'est pas très clair. C'est en effet quelque chose de compliqué. Le format, donc ça vous avez tout sur le site de la CNIL là-dessus, donc c'est un format interopérable, réutilisable, exploitable par une machine. Donc après, là-dessus, les principes sont clairs. L'application technique est quelque chose de plus compliqué. Après, il y a beaucoup de solutions qui soit déjà sont proposées par des grands acteurs que je ne citerai pas, des solutions sur étagère, et nous on pense, et on le voit parce qu'on a beaucoup de contacts, le marché se structure. Donc voilà, il va y avoir plein de solutions qui vont vous être proposées, et c'est pour ça que j'insistais sur la courbe d'apprentissage. En effet, si le 26 mai, c'est un samedi, le 28 mai, donc le lundi, nous arrivons quelque part et nous constatons que tout n'est pas encore prévu pour faire jouer la portabilité, bon, c'est nouveau. Voilà, c'est pour ça que je parlais de courbe d'apprentissage. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, ce n'est pas les solutions qui vont manquer. Nous, on voit vraiment les offres se structurer et arriver. Il y a déjà des offres d'un grand acteur assez connu, qu'on utilise assez souvent, voilà, qui sont disponibles sur étagère. Mais en fait, la principale question, la plus compliquée, sur un plan juridique, c'est qu'est-ce qui rentre dans le champ de la portabilité. Alors, la position des CNIL européennes, ça a été de dire, ce n'est pas toutes les données sur un client. Parce que dans toutes les données que vous avez sur un client, il y a des choses que vous avez faites vous-même, qui peuvent révéler un peu votre secret de fabrication, hein, secret industriel et commerciaux, qui peut aussi tout simplement économiquement traduire une valeur ajoutée de votre part, un investissement. Donc ce que les CNIL européennes ont dit, c'est que la portabilité, ça couvre deux choses. Ce que le client vous a donné lui-même, les données brutes, et, mais ça va être surtout quand vous avez un site par exemple, les données générées par l'activité courante, par la relation courante. En revanche, quand il y a une valeur ajoutée, parce qu'on a fait la combinaison, on a déduit un profil, par exemple, un score, ça, c'est exclu. Voilà. Donc, il y aura des zones grises, on va apprendre en marchant, hein, voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas tout ce que vous avez sur un client, je tiens à le préciser. C'est ce qu'il a donné et ce que son activité courante a généré, parce que vous avez enrichi, pas l'enrichissement que vous avez apporté. Oui, pardon, monsieur. Consentement, question très pratique. Vous voulez envoyer une lettre d'information à un prospect, donc de l'adresse mail. Comment recueillir son consentement avant de lui... Est-ce que vous devez recueillir son consentement avant de lui adresser un mail d'information? Alors, c'est une très bonne question. Là-dessus, la CNIL, justement, va dans les toutes prochaines semaines, sur la question de la prospection, mettre en ligne sur son site des recommandations pratiques sur le recueil du consentement. Donc, vous aurez des réponses fines à vos questions très prochainement. En gros, l'idée, c'est qu'à un moment, il faut que la personne qui, à l'origine, a collecté les données, donc soit c'est vous qui recueillez les données, puis qui envoyez votre lettre, soit vous les avez recueillies, ces données d'un de vos partenaires.